Ce que vous allez voir est rare. Nous sommes au zoo d'Amnéville, dans l'est de la France, dans l'enclos des tigres blancs. Dans quelques minutes, Ourissa va présenter ses bébés à leur père. Et la tigresse montre des signes de nervosité. Arrête, Ourissa. 2 sur 3. J'en ai 2 qui sont bien en bas de l'enclos avec elle, là. Et le troisième, je pense qu'il s'est arrêté à mi-parcours. Il n'y a pas eu de mise en contact encore entre le papa, la maman et les bébés. Donc c'est aujourd'hui. Au moment de leur naissance, les bébés sont séparés de leur père. Car dans la nature, il est fréquent que le tigre blanc tue ses enfants. Bah oui, on y va. Alors comment Kantadji, le père, va-t-il réagir? Pour le moment, l'animal semble très agressif. Stéphane, le soigneur, est tendu. Il redoute l'incident. Les tigrons sont effrayés. Moi, le moment crucial, c'est la mise en contact, puisque il peut arriver tout un tas de choses. Le mâle qui prend peur, qui marche sur un des petits, le petit hurle, la femelle l'attaque. Enfin, il peut y avoir tout un tas de choses qui peut déclencher vraiment une agressivité de la femelle envers le mâle, plus de la femelle envers le mâle que le contraire. Le mâle se calme enfin. C'est le moment que choisit le plus téméraire des tigrons pour tenter une petite approche. La femelle observe, prête à intervenir. L'agressivité retombe dans l'enclos. La rencontre entre le mâle et ses petits est réussie. Ouf! C'est bon. C'est bon? Ouais. La mise en contact se passe très très bien. Je pensais même qu'Ourissa sera un peu plus virulente envers le mâle quand le petit s'est approché. Maintenant, elle a laissé faire, donc ça c'est très bien aussi. Elle fait confiance au mâle. Donc on est dans un climat vraiment de bonne entente là. La petite famille tigre va maintenant pouvoir vivre ensemble dans la plus parfaite harmonie. Bienvenue au zoo d'Amnéville, dans l'est de la France. L'un des rares zoos à accueillir des espèces rares et menacées, gorilles, rhinocéros, orang-outans et même ours blancs. Une spécificité qui fait le succès de ce parc depuis près de 30 ans. Et pour se démarquer encore plus, Amnéville propose depuis peu un spectacle de dressage unique, un homme seul face à 8 tigres. La journée débute à peine et déjà une première urgence pour Adeline, l'une des vétérinaires du zoo. Un wallaby semble gravement blessé et vous allez voir que pour ausculter un tel animal, c'est pas une mince affaire. Ah putain, faut attraper le deuxième postérieur, l'autre postérieur. Donc là, en fait, on a un wallaby mâle. Qui a beaucoup de force, on se rend pas compte comme ça. Qui essaye de faire pas de coups de griffe. Énormément de force, qui en fait boite depuis hier. Et du coup, en fait, on peut voir qu'on a un gonflement au niveau de son postérieur droit, donc juste ici. Ce qu'on va faire assez rapidement, parce que c'est lourd et très puissant, on va lui faire un anti-inflammatoire. Et puis, on va attendre de voir quelques jours si ça passe. Et puis si ça passe pas, on ira un peu plus loin et on fera des radios et voilà. Ça se lâche dans l'enclos ou pas? Non, il faudrait qu'il soit en cajothérapie par contre. Le céléphérol? Ouais. Lâche. Et
Ça a énormément de force. C'est tout mignon comme ça, mais bon, ça reste un animal sauvage qu'on attrape et qu'on maintient. Alors il comprend pas pourquoi on fait ça. Du coup, il se débat et en se débattant, il peut nous faire très très mal, quoi. Alors, on va aller voir. Ce n'est pas comme à la ville. Vétérinaire dans un zoo, c'est un métier très risqué. Adeline le sait, y compris lorsqu'il s'agit de peser Bayami, un rhinocéros né il y a 3 mois. Bayami, t'es où? Ah, t'es là. Tu viens? Alors, en premier lieu, il faut détourner l'attention de sa mère pendant qu'Adeline tente d'attirer la petite sur la balance. Tu veux que je te gratte, là? Tu restes à hauteur et gratte ça d'abord au-dessus, voilà. C'est sûr que c'est un bébé rhino, donc c'est mignon, etc. Mais on ne doit pas oublier que c'est dangereux quand même, mais c'est impressionnant, ouais. Voilà. 146? Ok. Allez, Bayami, c'est fini ce matin, les caresses. Hop là. 146 kilos à peine 3 mois, Bayami se porte très bien. Mais pas le temps de s'attarder. Adeline est demandée à la clinique du zoo et visiblement, il y a un problème. Ouais. Salut. Ça va? Oui, ça va. Et vous? Bonjour. Ouais. Salut. Je t'emmène la petite là parce qu'elle a expliqué un peu Alex au téléphone. Alors, il m'a dit perte de voix. Ouais, en fait, hier, je l'ai nourrie le matin, elle a pris qu'une souris et elle essayait de faire son petit cri, mais ça sortait pas, ça sifflait, tu sais, ça faisait. C'est comme s'il y avait une gêne ou qu'elle avait avalé quelque chose. Tiens, tu peux avancer. Je vais fermer la porte. Peut-être des corbeaux. La chouette est aphone. Ça peut sembler anodin et pourtant, c'est un symptôme qui peut s'avérer très grave car ce sont peut-être les poumons qui sont touchés. On entend qu'elle arrive à sortir son cri, mais qu'il y a une petite gêne à l'arrière. Ouais, on est d'accord. C'est beaucoup plus fort. Hein. Ouais. J'aimerais bien lui faire une radio pour voir ses poumons, ses sacs aériens. Ouais. On va en faire 2. Adeline doit agir vite. Mais faire une radio à une chouette est bien plus compliqué qu'on pourrait l'imaginer. D'autant plus que l'animal est très stressé. La tête de l'oiseau vers le mur là-bas. Moi, je prends les pattes avec ma main gauche. Il faut que tu tiennes la tête et dans l'idéal, on va essayer d'écarter. Il faut que tu tiennes la tête avec ta main gauche. Parce que tu vas lui écarter l'aile droite avec ta main droite. Et moi, j'écarterai l'aile gauche avec ma main droite. Est-ce que, Pauline, tu peux me ramener une grosse plaque de radio, s'il te plaît? Ça ne le paraît pas, mais pour tenir une chouette, il faut être au moins 3. Ça paraît toujours un peu brutal en fait parce que on peut pas lui dire ouvre tes 2 ailes, bouge pas, reste sur le dos. Comment comme ça? Oui. La radio devrait permettre de savoir si quelque chose est coincé dans sa gorge ou dans ses poumons. Et les résultats ne se font pas attendre. De toute façon, il n'y a rien et c'est pas plus mal. Non, là, il y a rien de coincé. Clairement, il n'y a J'avais peur, rien de coincé. Au niveau poumon, ça a l'air d'être à peu près correct. Ok. Je vais quand même la mettre sous anti-inflammatoire. Et puis, on fait le point demain, ok? La radio ne révèle rien d'inquiétant, en tout cas pour l'instant. Changement de décor. Allons voir ce qui se passe sous le chapiteau des tigres. Voici Rémi. Rémi, c'est le dresseur. 3 fois par jour, il propose aux visiteurs un spectacle unique au monde. Lui seul, face à 8 tigres. Incroyable. Malgré le danger, Rémi n'a jamais peur. J'ai toujours été vraiment attiré par tous les animaux sauvages et particulièrement par les prédateurs. C'est cette puissance, cette force qui dégage qui m'a toujours attiré et de pouvoir avoir des vrais échanges, une vraie relation de confiance avec un animal aussi puissant, c'est quelque chose vraiment d'indescriptible. C'est difficile de trouver des mots pour expliquer un petit peu ce qu'on ressent quand on est aux côtés d'animaux tels quels. Principal danger pour le dresseur, le coup de patte en plein spectacle. Pour éviter que cela se produise, Rémi a une recette. Il entretient avec chacun de ses fauves un lien affectif très fort. Et ça, depuis que les tigres sont nés, c'est un peu comme ses bébés.
Les tigres blancs, je les ai récupérés à l'âge de 5 jours parce que la mère ne s'en occupait pas. C'est plein de souvenirs et de moments uniques. Les 3 premiers mois de leur vie, je vivais avec eux vraiment 24 heures sur 24. Biberon toutes les 3 heures, jour et nuit. Ça crée un lien de confiance vraiment extrêmement puissant très rapidement. Très rapidement, du coup, j'arrive à avoir une relation de confiance extrêmement poussée que j'arrive après à voir par la suite avec des animaux que je n'ai pas élevés au biberon, mais qui est beaucoup plus longue et peut-être plus fragile aussi. C'est quoi ça? C'est quoi la boule de poil qui me regarde? Maintenant que les tigres sont devenus grands, Rémi est resté très proche d'eux. Il passe le plus de temps possible avec ses fauves. Ok, allez. Rémi a confiance en ses bêtes. Il entre dans l'enclos sans protection. Et pourtant, ces animaux pèsent chacun plus de 200 kilos. Leur mâchoire est capable de le dévorer en quelques minutes. Écoutez bien comment Rémi parle à ses tigres. Il les guide dans un langage que lui seul comprend. Français, anglais, allemand. Et sachant que je parle ni allemand ni anglais, je dois avoir une super prononciation, je pense. Mais pourquoi allemand, par exemple? Du coup, en fait, on pioche dans les différentes langues pour avoir des consonances, des sonorités bien différentes d'un ordre à l'autre. C'est plus facile pour eux, au début, de différencier les ordres. Cependant, Rémi reste prudent avec ses protégés. Avant chaque spectacle, il s'assure que ses félins aient le ventre bien plein. Au moment de la bouffe, ouais, ils sont toujours un petit peu excités. C'est ça, je vais pas passer la journée. Merde. Cette scène montre à quel point les tigres sont dangereux. À chaque spectacle, Rémi fait salle comble. Les tigres fascinent les 2000 spectateurs. Incontestablement, tout le monde se demande si un accident ne va pas se produire. Les sucettes, les sucettes. En bagarre, en bagarre, en bagarre, en bagarre. Allez, marchez, Guan. Yep. Alors pour éviter toute prise de risque, 4 soigneurs se tiennent prêts à intervenir à la moindre alerte. Rémi risque vraiment sa vie si un animal venait à s'emporter contre lui. Et... en place. Ok. Souvent on me dit, ah, c'est vraiment des gros chats. Oui, c'est des gros chats, mais des gros chats extrêmement dangereux. Et quand on les voit si calmes, si sereins, dans une relation de confiance comme ça, c'est vrai qu'on a du mal à réaliser à quel point ils peuvent être dangereux. Allez, allez, hop, hop. Rémi reste sur ses gardes car il le sait, le tigre est un animal imprévisible, capable de détecter chez l'homme le moindre changement d'humeur. C'est des animaux avec lesquels il faut toujours prendre sur soi, garder vraiment ses émotions, que ce soit le stress, l'énervement. Il faut vraiment être toujours constant en fait dans son humeur et dans son comportement. Oh brave, oui. Ok, Daran. Here. Down. Down. Siam down, Rodrigo. La meilleure des sécurités, c'est vraiment de bien connaître ces animaux et d'anticiper tous les problèmes. Siam here, Siam here, here, Siam, Siam here. Et justement, Siam, l'une des femelles du groupe, refuse d'obéir à Rémi. Rien n'y fait, pas même le morceau de viande avec lequel le dresseur la patte. Siam. Siam, c'est un animal qui a un caractère un petit peu fort quand même. Du coup, elle est un petit peu caractérielle, voire limite lunatique. Elle va passer son temps à grogner un petit peu dans son coin, ou si jamais il y a des tigres qui l'approchent, grogner un petit peu. Et là, du coup, elle était un petit peu grincheuse. Donc à ce moment-là, j'ai essayé de l'appeler gentiment avec un petit morceau de viande pour voir si ça faisait diversion un petit peu et si elle venait quand même. Bon, elle n'a pas voulu venir. Tant pis, je l'ai laissée un petit peu dans son coin. Je suis allé m'occuper des autres tigres. Et quand je suis revenu pour l'exercice suivant, là, du coup, elle était de nouveau plus disponible. Et elle est quand même venue faire son second exercice. Rémi ne force jamais un tigre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, même si cela perturbe le spectacle. Je pense vraiment au moment présent. Je suis avec eux et justement, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On est vraiment parmi les tigres, on pense aux tigres et on vit le spectacle à 300%.
Et comme à chaque fois, le public semble conquis. Regarde. Ah, bah, je suis content que ça t'ait plu. Chaque semaine, des centaines d'enfants qui assistent au spectacle lui demandent des autographes. Comment tu t'appelles? On ne le sait pas toujours, mais lorsque les animaux ne sont pas dans leur milieu naturel, ils peuvent déprimer. Alors au zoo d'Amnéville, on y remédie avec des techniques bien particulières. C'est notamment le travail de Juan. Messieurs, bonjour. Ouais, c'est le matin. Et la première chose que fait le soigneur en entrant chez les orang-outans, c'est de vérifier que les animaux ont passé une bonne nuit. Ils apprécient de dormir déjà dans un nid confortable et ils apprécient de se sentir recouverts par du frison, des tissus ou des bassines, de bien dormir dans quelque chose. Petit doudou magique. Ah, il y a Poutry qui est là aussi. Ah, parfait. Puis, pour stimuler ces singes, Tout le monde est là. Juan tente de passer un peu de temps avec chacun. On a vu le premier groupe en bas avec les deux demi-frères. Non, on est avec le groupe de reproduction, avec la petite femelle Poutry qui a 11 ans, avec son petit toupaille qu'elle a eu il y a 3 mois maintenant. On a Loudi, le mâle reproducteur, qui a 18 ans, et le petit Doui qui a 4 ans. Oui, j'arrive. Ben oui. Ces échanges avec le soigneur sont essentiels pour les orang-outans vivant en captivité. Cela les rassure, ça les apaise, même si le contact ne se fait qu'à travers les barreaux, car il ne faut surtout pas oublier que ce sont des animaux sauvages, donc potentiellement dangereux. Loudi, il fait 103 kg. Les 103 kg, il est capable de les maintenir à la grille au plafond avec un seul doigt et de faire des tractions avec un seul doigt. Donc 100 kg d'orang-outan, un homme de 100 kg n'est absolument pas capable de le contenir. Et il a des canines qui sont grandes comme ça et il a aussi une force dans la mâchoire qui est beaucoup plus forte que la nôtre. Donc s'il nous considère comme une menace ou s'il considère qu'il a besoin d'asseoir son autorité ou de défendre son territoire, il le fera. Pas parce qu'il est dangereux, pas parce qu'il est méchant, parce qu'il fait son boulot d'orang-outan. Dans la nature, les orang-outans passent l'essentiel de leur journée à rechercher leur nourriture. Dans un zoo, il faut les occuper et les stimuler. Pour cela, Juan invente chaque jour de nouveaux jeux. Donc aujourd'hui, ce qu'on va leur proposer, c'est très simple, mais alors ça marche toujours. C'est de la lance à incendie en fait de réforme avec du miel à l'intérieur et l'avantage c'est qu'il est congelé. Comme il est figé, il va falloir qu'il se débrouille pour le faire sortir du tube, donc ça va d'une part prendre du temps, d'autre part ça sort du congèle, c'est frais et vu les chaleurs qu'on a aujourd'hui, c'est pas désagréable pour eux. Et comme ça les maintient occupés jusqu'à ce qu'on fasse le prochain repas. Alors, ah mais tout le monde est là en plus, parfait. Parfait. Hop, attention Doudou. Alors, un pour vous, un pour le petit Doudou, et Poutry arrive. Si j'étais toi Doudou, voilà, parfait. Et le petit toupaille est réveillé. Tiens, Chouquette. Parfait. Chacun parle dans son coin. Ouais, alors, Doudou, il sait très bien que s'il reste trop près, il va se faire piquer son enrichissement, donc il l'a pris, il allait se mettre en hauteur pour pouvoir s'en servir. Poutry, c'est juste que c'est pas un, voilà, elle s'est mise confortablement dans son nid pour l'utiliser, comme ça elle est bien là-bas, et Loudi, bah, écoute, il va faire ce qu'il a à faire avec. Tout le monde se régale. Et hop. Après le quart d'heure gourmand, le soigneur commence la gymnastique intellectuelle. Et vous allez voir à quel point l'orang-outan est intelligent. On a mis des noisettes, on a mis des amandes, on a mis des abricots secs, histoire de bien leur donner envie de venir. Parce qu'ils restent gourmands, donc ça va les faire venir. Ils ont le goût pour le sucré, ils aiment vraiment ça. Donc. Pour
pouvoir déguster ces friandises, les orang-outans vont devoir réfléchir, faire preuve d'ingéniosité car la sortie du labyrinthe se fait 4 étagères plus bas. Armé d'une brindille, il ne faut que quelques secondes à Ludi le mâle pour résoudre l'énigme et se régaler. Pour sa deuxième tentative, Ludi se montre encore plus malin. Il laisse les noisettes et les amandes de côté pour se faire un petit tas d'abricots. Trop pressé de les déguster, il va même jusqu'à tricher en essayant d'attraper les plus petits dès la première étagère. Comme le dit l'adage, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. La hantise d'un zoo, c'est qu'un animal s'échappe. Imaginez un singe, un tigre ou encore un lion qui sort de son enclos. Allez. Bonjour Bouba. Ça va mon gros? Oui, on va aller dehors. On va y aller mon gros. Ça va? Eh bien, chut, ça va. C'est des animaux qui sont très puissants, sont des animaux qui sont capables d'un coup de patte, avec les griffes dehors, de sectionner un membre d'une personne adulte, comme vous et moi. Ce sont vraiment des animaux, malgré qu'ils soient captifs, ce sont toujours des animaux avec lesquels une routine ne peut pas s'imposer. Alors chaque matin, Stéphane inspecte des kilomètres de grillage et vérifie le bon fonctionnement des barrières électriques. Donc là, dans un premier temps, on va tester les clôtures électriques. Le boîtier est là dans le sas. Je prends toujours un test au plus loin, donc l'opposé, et un test à l'entrée. Et en général, on a la même chose. Voilà, on a 10 000. Donc efficacité maximale, très bien. Il faut faire autant attention au bas du grillage qu'au haut du grillage, si ce n'est plus attention en haut. Dès qu'on voit quelque chose, c'est réparé sur le champ. Il n'y a aucun félin qui sort. Si on voit même un micro-trou ou une maille, simplement une maille qui aurait sauté, c'est refait sur le champ. C'est bon aussi. Depuis l'ouverture du zoo il y a 30 ans, aucun animal ne s'est échappé. Nous retrouvons Adeline, la vétérinaire du zoo. L'état du bébé chouette s'est considérablement aggravé. Ok. Alors, on va la mettre directement donc, sous oxygène. On a préparé la petite caisse en salle ici. La caisse à oxygène va aider la chouette à mieux respirer. Hop. Elle est pas mal stressée là. Ben oui, c'est pour ça que nous on avait déjà... Il faut aussi qu'elle s'hydrate et comme l'animal ne s'alimente presque plus, la vétérinaire doit trouver une solution. Les rapaces, c'est des oiseaux qui ne boivent pas de manière naturelle comme ça. Ils ne vont pas, comme une perruche ou un perroquet, boire de l'eau. Donc en fait, ce que je fais, c'est qu'ils trouvent leur eau, de quoi s'hydrater, avec le sang des proies qu'ils ingèrent. Donc là, comme c'est un oiseau qui mange moins et qui va moins bien, et j'hydrate en fait sa proie. Je lui rajoute un peu d'eau à l'intérieur pour qu'elle puisse profiter au mieux d'une proie bien hydratée. Ah, c'est bien ça. On a un jeune animal qui a des défenses immunitaires qui sont plus basses qu'un adulte. Donc là, on peut dire qu'elle est dans un cas critique. Ouais. Hop, on va te mettre dans le noir. Le pronostic vital de la chouette est désormais engagé. La nuit sera décisive. Il est 19h30. Les derniers visiteurs quittent le zoo. Mais nous, on a de la chance, on peut rester. J'ai toujours rêvé de savoir ce qui se passait la nuit dans un zoo, moi. Fermez première partie de porte. Sylvain et son collègue sont chargés chaque nuit de vérifier qu'aucun intrus ne pénètre dans l'enceinte du zoo. Des oiseaux ont déjà été kidnappés dans un zoo. Seulement depuis quelque temps, ils font face à une nouvelle menace,
les chasseurs de Pokémon. Donc là, on va vérifier encore la présence de personnel qui pourrait rester sur site. Donc là, ok. Donc là, sur Tiger, on n'a plus personne, on est RAS. Voilà. Donc là, on a départ de dernier personnel. Puis on va vérifier un petit peu tout ça, histoire qu'on soit sûr, d'accord? Ça marche. Bah écoute, une fois arrivé en B2, je te le dis, et puis on fait les vérifications à l'arme. On fait comme ça. Y a pas de souci. Donc là, on part pour la mise en place des détecteurs de porte. Ouais. Tiens, tant qu'à faire, Merci beaucoup. prends la caméra anti-Pokémon. Y a pas de problème. C'est quoi ça? Alors, Ah, la caméra anti-Pokémon? Alors en fait, depuis qu'il y a des Pokémon, aux zoo d'Amnéville, on a des Pokémon très rares. Et on a des personnes qui essayent de s'infiltrer, je dis bien essayer de s'infiltrer dans l'intérieur du zoo. Alors ce qu'on fait, en fait, on a une caméra comme ça, une caméra trappe, qui permet en fait simplement de les gauler, si on peut dire ça comme ça. Et c'est un vrai problème ça. ça devient une cause problématique. Hein. On espère ne pas avoir de soucis de sécurité là-dessus. Si la chasse aux Pokémon peut prêter à sourire, elle représente un nouveau danger. Imaginez le drame si un visiteur pénétrait dans l'enclos des tigres ou des rhinocéros. Sylvain installe donc sa caméra de surveillance à infrarouge. Voilà, donc techniquement, là, on peut pas y échapper. Hein. Donc direction fermeture du vivarium. Et puis on va un petit peu voir comment ça se passe. Sylvain poursuit sa ronde à l'intérieur du parc et il l'avoue, arpenter les allées du zoo seul la nuit lui cause parfois quelques frayeurs. Au début, je pense le lion, les loups. Le lion, ça porte vraiment sur tout le site. Hein. Donc tout de suite, c'est vraiment prenant. On a vraiment l'impression qu'il est à côté. Donc on se retourne de partout. Ce qui est génial, c'est qu'avant tout, on est là pour la sécurité des animaux. Donc on fait effectivement la sécurité intrusion, mais derrière, il y a tout un boulot qui est complètement génial, puisque ça nous permet d'être au quotidien, de voir les plus beaux animaux de la planète. Et ça n'a pas de prix. Salut mon pépère. Ouais, toujours calme. Lui, il bouge pas. Hein. Bonne nuit tout le monde. Comme chaque soir, Sylvain fait le tour des bâtiments pour éteindre les lumières. Salut toi. Et il a un petit mot gentil pour chacun. Bonne nuit tout le monde. Sylvain fera 2 rondes dans la nuit. Bonne nuit les petits gars. Le lendemain matin, à la clinique vétérinaire, l'état de santé de la chouette s'est aggravé. Les poumons semblent touchés. Vu sa respiration, le fait qu'elle soit en cage à oxygène et que ça n'évolue pas plus que ça dans le bon sens, on sait que c'est assez grave. Du coup, pour aller plus loin, on va tenter de faire une endoscopie. Donc on va mettre une petite caméra dans ses poumons et dans sa trachée. Adeline n'a pas d'endoscope sur place. Il faut emmener l'animal dans une clinique spécialisée. Tu mets la ceinture ? Ouais, je préfère qu'on mette la ceinture. Ce que la vétérinaire redoute, c'est une grave infection des poumons de la chouette. Il faut faire très vite. On y va? Oui, c'est parti. On va passer derrière. À tout à l'heure. Je vais amener le filmoscope. L'oxygène est allumé, ouais. Allez, petite nénette, faut respirer dans le masque. Alors, faut se méfier parce que souvent, il ferme les yeux et puis on a tendance à relâcher un peu la pression et puis il se réveille d'un coup. Mais là, ça va être très rapide maintenant. Du coup, tu Où est-ce que tu veux que j'aille? C'est là, à droite, là, quand on voit les sacs aériens. Est-ce que tu crois que tu peux?
Ah, en bas, c'est là. Ouais, ça, tu vois, c'est pas de la graisse. Non. Sur l'écran, Adeline repère ce qu'elle redoutait. Ok. C'est bon ? Je pense qu'on va arrêter là. Le verdict tombe. On a vu des petits points blancs qui ressemblent fortement à de l'aspergillose. L'aspergillose, c'est une infection causée par un champignon qui peut être mortel chez les oiseaux. Donc là, on va pouvoir commencer un traitement un peu plus agressif quand on sera de retour au zoo, en espérant qu'on l'ait pris assez tôt et que ça fonctionne bien. Il faut maintenant réveiller l'animal avec de l'oxygène. Voilà, tu vois déjà. Tu vois les petites nénettes? T'es là? T'es parmi nous? Oui? C'est bien. Je suis soulagée parce qu'on lui a pas fait subir une anesthésie et cet examen, l'endoscopie, pour rien. Donc là, on a vu ce qu'elle a, on sait qu'elle a l'aspergillose et maintenant on va pouvoir adapter et affiner le traitement pour cette maladie. Il faut rentrer au zoo au plus vite et administrer le traitement en espérant qu'il ne soit pas trop tard et que l'animal le supportera. Une toute petite aiguille pour une toute petite veine. C'est l'opération de la dernière chance. Oui, oui. Ok, je ressors, Nanette. Oui, c'est parti, c'est bon, c'est fait. Ok, tu peux relâcher l'aile. Voilà, merci. Eh ben, on va croiser les doigts, hein, parce que l'aspergillose, c'est quand même quelque chose de grave chez les oiseaux et on a souvent des décès. Donc là, on espère que c'est pris à temps et même si ça va être un traitement long et lourd, il y a des chances quand même qu'elle survive. T'excites pas, Nanette. T'excites pas. Hop. Allez. On va laisser tranquille maintenant, en plus, comme ça, elle va se calmer. Une longue attente commence pour la chouette et Anaïs, sa soigneuse. Les prochains jours seront décisifs. Un peu de fraîcheur et c'est bon. Bon, bah merci. Il y a les animaux qui tombent malades, mais parfois, certains se blessent sans qu'on en connaisse forcément les raisons. Je vous emmène dans l'enclos des gorilles. C'est à l'autre bout du zoo. Voici Upala, un jeune gorille de 8 ans. Il revient de loin. Il y a quelques semaines, il s'est gravement blessé. Diagnostic, comme vous le voyez, une double fracture. Les chirurgiens lui ont posé des broches, comme pour un être humain. Upala a pu être sauvé. Juan, le soigneur des gorilles, ignore la cause de la blessure d'Upala. Alors il a décidé d'installer des caméras pour surveiller ses protégés. C'est pas un autre gorille qui lui a pris qui lui a cassé le bras. Pour casser un bras de gorille, il faut y aller. Donc soit il s'est coincé le bras dans une structure seul, et avec son propre poids, en basculant peut-être, ou j'en sais rien, il s'est cassé le bras. Soit il s'est coincé le bras dans une structure et quelqu'un l'a poussé. Soit il est tombé d'une structure et il s'est cassé le bras en se réceptionnant. Ça peut être plein de choses. Mais voilà, ça peut être plein de choses, c'est pas professionnel. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. S'il y a quelque chose, s'il y a un défaut dans la structure qu'on doit réparer, pour l'instant, on n'est pas en mesure de le savoir. Donc, avec les caméras, on saura. Des caméras, voilà l'idée de Juan. Équipées de capteurs infrarouges, elles pourront filmer les gorilles de nuit et servir ainsi d'espions aux soigneurs. Un peu plus bas, Juan teste son nouveau système. Ça fonctionne, ça a été laborieux, mais ça fonctionne. Ça fonctionne 2 jours, je précise. Ah, dis donc, il y a un truc au plafond. Ils sont intrigués, mais ils ne sont pas particulièrement apeurés, donc c'est bien, c'est une bonne réaction. Ça en valait la peine. Maintenant, il faut juste croiser les doigts pour que l'infrarouge soit installé correctement et qu'on puisse voir ce qui va se passer cette nuit. La suite demain matin.
Le lendemain matin, justement, Juan et son équipe vont découvrir ce que font leurs singes la nuit. Tout le monde est couché là? Ouais, tout le monde dort. C'est vraiment des sacs. C'est vraiment des sacs, c'est pas possible. Donc là, 1h30 du matin, Rien. RAS, quoi. Rien. Mais alors, rien. Ça dort. Ça dort. Ça dort et ils se sont couchés à quoi? 20h? Un petit peu de nuit. Ngoro, il s'est couché vers 20h et les autres, 19h, ils étaient déjà posés, quoi. Le gorille dort la nuit. Le gorille dort beaucoup. 7h30, quoi. Kiki, il a pas bougé encore. Ah si, ça y est, il bouge. Cette nuit-là, il ne s'est rien passé, quoi. Ça bouge pas, il n'y a même pas des phases de réveil où ils se déplacent, où ils dorment. Ils dorment 12 heures. Et voilà, au moins on sait comment se passe le matin. On sait, là, sur cette nuit-là, où les petits se sont placés pour se coucher. On verra si ça change, s'ils ont des habitudes. On va pouvoir savoir plein de choses. Ça n'est donc pas aujourd'hui que l'équipe percera le mystère de la blessure d'Upala. Bon. C'est très très bien. C'était bien, hein, c'était un bon film. Bon, moyen d'action, mieux c'est, hein. Ouais, c'est ça aussi. Oui, c'est pas fou. Malgré tout, ces caméras permettront à l'équipe d'en apprendre encore plus sur la façon dont les gorilles vivent la nuit. J'ai rien oublié. Peut-être parce qu'ils nous ressemblent, les gorilles du zoo sont des stars. Depuis leur arrivée à Amnéville, le public les plébiscite. Et il y a un moment que les visiteurs ne rateraient pour rien au monde, le goûter. C'est l'occasion de partager un moment de vie avec ces singes si rares. Les gorilles, ça a ouvert il y a 4 ans maintenant. C'est quelque chose que les visiteurs réclamaient. On a commencé avec les orang-outans et le public plébiscite les grands singes parce que c'est vrai que c'est les animaux qui les attirent énormément. Donc c'est vrai que ça a bien fonctionné et on a surtout la chance d'avoir une très belle structure. On a des enclos qui sont de qualité. C'est un vrai plaisir. Les gorilles nous ressemblent de par leur comportement et leurs expressions. Mais parfois, les apparences sont trompeuses. Ils sont capables d'exprimer le bien-être, d'exprimer la peur, l'appréhension. Ils sont capables d'exprimer l'envie d'être avec les autres, l'envie d'échanger, l'envie de jouer. Ils sont capables, pour certains, de mentir. Ils sont capables de plein de choses. C'est vrai qu'il faut faire attention à la façon dont nous, on interprète les expressions. Comme le sourire. Souvent, le sourire, on interprète « ils sourient, ils sont contents ». Non, généralement, le sourire, en tout cas chez les gorilles, quand on commence à avoir les lèvres pincées et à percevoir les incisives, c'est qu'ils ne sont pas de très très bonne humeur. Donc il faut faire attention à l'interprétation qu'on en a, mais ils sont parfaitement capables d'exprimer leurs sentiments à leur manière. Il y a un autre festin que le public aime observer, celui des lions. Comme Booba, qui a très faim. Allez, viens, on va manger. Booba. Je fais le licaron et après tu rentres. Allez, viens. Tu vas te mettre en place déjà, mon gros? C'est très bien. Allez, à tout de suite. En cuisine, Stéphane prépare le repas des fauves, à base de morceaux de bœuf et de poulet, mais certains animaux font les difficiles. Booba, le lion blanc, hein, c'est un beau lion qui pèse 250 kilos actuellement. Lui, on a remarqué qu'au nourrissage, quand il a du bœuf, il râle, il s'énerve, il le mange quand même, le lendemain, il n'y a plus rien. Mais quand il a du poulet, il râle pas. Donc je pense que par déduction, il doit préférer le poulet, mais enfin, sinon, après, c'est pas... Non, en général, chacun mange du poulet, chacun mange du bœuf, ça se passe relativement bien. En plus, ils font les difficiles. Ils peuvent. Ouais. Donc les petits, si tout va bien, ils vont prendre par terre et la femelle devrait prendre sur la tablette. Bon, ça se vérifie pas toujours, puisque les petits, s'ils voient un truc plus gros que leur, ils vont forcément sauter sur celui de la mère. Là, on ferme, c'est mieux.
Et voilà. Impeccable. Toi sur la queue, toi. Voilà. Chut, Mali, eh ben. Allez, Malindi, va manger. Mali, vous êtes prêts? Alors, on y va. Au fur et à mesure que les petits vont grandir, on va de plus en plus les isoler pour la nourriture de la mère. C'est-à-dire qu'après, ils mangeront de leur côté, la maman mangera de l'autre côté, et on les remettra ensemble pour la nuit, une fois que chacun aura fini sa ration de viande. Pour Bouba, au menu, ce sera 4 beaux poulets. Fermé, fermé. Terre trapouquée, les cadenas fermés. Ici, on est bien fermé. Et là, j'ai vérifié que c'est parti pour Bouba. Bouba! Voilà. Allez, viens. C'est très bien, mon gros. Ok, c'est bien. Tiens. Allez, prends, mon gros. Tiens. C'est rien, Bouba. Bouba, tiens. Allez, c'est bien, mon gros. C'est très bien. Voilà. Donc voilà, Bouba est servi, il a sa viande. Oui, mon gros, à demain. À demain, Bouba. Oui, oui, oui. C'est maintenant au tour de la panthère noire et du puma d'être servis. Plus farouches, eux, n'ont pas les honneurs du public. Peut-être une question de pudeur, ils détestent qu'on les regarde manger. Donc ça, c'est de la territorialité, en fait. Hein. C'est territorial, on rentre chez elle, elle nous exprime qu'elle n'est pas très contente. Et du coup, ils mettent leur viande en sûreté sur leur tablette. Et ils vont manger après quand on aura visité le bâtiment et qu'on sera ressorti. Donc lui, exactement même cas de figure, il a posé sa viande. Ben, lui, par contre, il laisse sa viande au sol et c'est lui qui se met sur la tablette la plus haute. Donc on remarque le petit bout de queue hein, qui s'agite, c'est manque d'énervement hein, chez les félins. Le regard est intrigué aussi. Hein. Le regard est fascinant quand même hein, chez ces animaux. Moi, je pourrais regarder leurs yeux pendant de longues minutes sans me détourner mon regard parce que c'est vraiment captivant et c'est vraiment quelque chose d'apparenté vraiment au félin. Hein. La taille des pattes et le regard perçant, vraiment, c'est ce qui m'a attiré au tout début chez eux. Hein. Oui, ma mère. À demain. Ok. À Amnéville, la plupart des animaux sont dangereux. Et il n'y en a pas beaucoup que les soigneurs peuvent approcher, que ce soit pour les nourrir ou les soigner. Adeline a sa technique, surtout quand son patient est un ours. Alors là, en fait, on va, comme tous les jours, soigner Olaf. Donc Olaf, c'est un ours polaire de 27 ans. Donc c'est un papy maintenant, qui en fait a été opéré il y a quelques semaines d'une masse qu'il avait au niveau de son coude droit. Et en fait, on ne peut pas lui dire de faire attention à son coude, de ne pas se lécher, de ne pas se baigner, etc., etc. Ce qui fait que tous les jours, on va désinfecter la plaie, mettre de l'argile et voir comment ça évolue, voir comment ça cicatrise. Julie? Ah, on est là! Moi, en tant que vétérinaire, j'approche des animaux qui sont hors normes, je veux dire qui sortent de la catégorie chien-chat ou de la petite perruche. La patte d'Olaf fait la taille de ma tête. Il a des griffes qui sont énormes. C'est un prédateur, hein, c'est un animal sauvage. Et clairement, ça reste un animal dangereux. Je ne vais pas rentrer avec Olaf, hein, parce qu'on voit presque 500 kilos, c'est pas possible. Et donc pour faire tout ça, on a créé, Julie a créé un système assez ingénieux de bâtons qui me permettent en fait d'aller à l'intérieur du box sans mes mains. Cette pâte qui ressemble à du dentifrice, c'est de l'argile. C'est un cicatrisant naturel. On fait que le coup de droit, hein, parce que le gauche, il est beau. Olaf, viens. Allez. L'animal touche le target. Allez, Olaf, encore. Julie, elle siffle pour dire oui, c'est bien, t'as bien fait tout ce que je te demandais.
Et de suite derrière, elle donne la récompense. Et donc comme ça, moi, ça me permet de pouvoir accéder à la plaie qu'il a au niveau du coude et de pouvoir nettoyer tout ça tranquillement, en toute sécurité. Donc là, j'ai mis la vétédine, j'ai séché et maintenant, je mets l'argile. Olaf a beau peser 500 kilos, Adeline n'a besoin que d'un vieux manche à balai et d'un bout d'éponge pour le soigner. Le zoo, c'est aussi le royaume du système D. Et voilà, c'est fini. Moi, c'est bon pour moi, Julie. Ouais, elle est jolie, la plaie, hein. Non, elle est bien. Ouais. Olaf est récompensé car il s'est bien comporté pendant le soin. Adeline enchaîne. Après l'ours, c'est un malotari de Patagonie qui nécessite des soins. Ah là là, ça donne trop envie. Hein. Quand on voit l'eau comme ça et qu'en plus, quand on sait qu'elle est à 25 degrés, on a un peu envie d'aller se baigner. Salut Watson. Il y a quelques semaines, Watson a fait une allergie à un produit d'entretien. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Et donc, il a développé plein de petits boutons, puis ça le grattait un petit peu. Donc, il a encore les cicatrices à certains endroits. On l'a mis sous shampoing anti-démangeaison et antiseptique. Et donc, on voit que ça s'améliore de semaine en semaine. Mais on continue de contrôler jusqu'à la cicatrisation complète pour être sûr que ça ne recommence pas. Grâce à l'entraînement médical qu'il a suivi, Watson se laisse faire avec une étonnante docilité. Donc c'est là où on voit en fait l'importance de l'entraînement médical. Parce qu'on voit qu'on peut faire vraiment tout ce qu'on veut avec les otaries. On peut regarder l'intérieur de la bouche. Avec certaines, on peut toucher. Donc pour nous, vétérinaires, c'est génial parce qu'en fait, voilà, on fait tout sans contrainte, qu'avec du positif. Et lui, du coup, il fait un exercice et après, il a une récompense, il a son poisson. Donc c'est tout bénef pour lui aussi. Langue. Pour Adeline, la journée se termine. Ouais. Mais avant de rentrer, elle tient à rendre visite à une patiente qui l'a beaucoup inquiétée ces dernières heures. Ça va? Et toi? Oui. Tu vas prendre des nouvelles Oui, la petite chouette. Ouais, tu veux la voir ou... Ouais, comme ça fait déjà 2-3 jours. Ouais, ce serait pas mal. mieux quand même, hein. Ouais. C'est beaucoup mieux, hein. Tu vois, elle ventile mieux. Et au niveau de sa voix, c'est comment? Ça commence à aller mieux, il y a des petits sons qui sortent. Donc ça, c'est une bonne chose. Par rapport à avant où ça sortait pas du tout, là c'est mieux. Hein. Non, et puis ça sortait, elle avait retrouvé un peu sa voix et après ça avait rechuté. Ça avait rechuté, ouais. Et me regarde pas comme ça. Non, c'est beaucoup mieux, on est en bonne voie là. Ouais, j'aimerais bien faire une prise de sang d'ici quelques jours et si elle va bien, oui bon là elle stresse, elle commence à respirer fort, j'aimerais bien qu'on la remette avec les autres. Dehors, si possible. On a eu très très peur au tout début quand elle respirait vraiment très très mal, où on se demandait même si ça valait le coup de continuer en fait, parce que quand on a un animal qui souffre comme ça, on se dit est-ce qu'on force le destin ou est-ce qu'on arrête? Et en fait, on a bien fait d'essayer, on a bien fait de tout tenter, puisque là aujourd'hui, oui pour moi, on est vraiment sur la bonne voie et je pense qu'elle est tirée d'affaire. Ouais. Grâce au traitement, la chouette est enfin tirée d'affaire. Elle pourra retourner dans la volière et à nouveau remplir nos nuits avec une voix toute neuve.